Bonsoir. Alors c'est le micro bleu. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la Maison des Métallos. On est très heureux pour ce soir. C'est Insurrection lyrique pour fêter le printemps. On accueille Freda et Pascal Parizeau qui vont nous livrer un set acoustique avec des chansons spécialement choisies pour nous ce soir. Et Corinne Morel-Darleux, le tout au micro de Rémi Kenzo Pagès. J'ai quelques petites annonces à vous faire. On se retrouvera aussi samedi pour traverser les écrans. On traversera les écrans avec Julien Thève qui modérera la rencontre. Une rencontre avec la psychologue Natacha Velu, Dork Zabounian et Stéphanie Hérault qui est directrice du musée d'art contemporain de Marseille. On se retrouvera ensuite pour les rencontres en avril avec un grand entretien Joseph Nadj. Ça sera le 16 avril. Et on terminera le mois par Désir et domination, la question du beau en question. On accueillera Bénédicte Savoie, qui est historienne de l'art, qui vient de faire paraître À qui appartient la beauté, et Susanna Gallego-Cuesta, qui est directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy. Et on parlera de la question du beau et de la possession des œuvres d'art le 30 avril. Mais place ce soir à Insurrection lyrique et je laisse nos invités et Rémi Kenzo Pagès à la modération. Bonne soirée, bonne rencontre. Bonsoir, bienvenue pour l'Insurrection lyrique. Ce soir, donc, la Maison des Métallos va vibrer au rythme de l'effondrement, des insurrections littéraires, écologiques, de la musique, des chants, de l'évocation du beau, des paysages et des lucioles. Une soirée musique, discussion, réflexion qui doit se conclure avec un échange avec le public. Ce soir, je suis accompagné de 3 personnalités avec nous. La chanteuse et yogi Freda qui va chanter un set Grandeur Nature, spécialement pensé pour la soirée, des chansons qui racontent une vision contemplative de la nature, notamment dans votre dernier album sorti il y a près d'1 an, Phosphène. Freda, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit que vous étiez yogi et chanteuse, mais j'ai vu aussi que certains vous présentent comme écoféministe. D'ailleurs, est-ce que c'est une caractéristique que vous reprenez à votre compte ? En fait, le mouvement autour de l'écologie, autour de la femme, de la domination de la nature, tout ce mouvement-là habite mon plan, je dirais, et ma création artistique depuis un moment. Et je m'en rends compte parce que là, on m'a invité à cette soirée et on m'a dit, j'ai constaté que j'avais quand même pas mal de chansons avec des toiles de fond écologiques. Et je vais... Et vous allez chanter... faire cette proposition. Alors, vous serez accompagné de Pascal Parizeau, auteur, compositeur, musicien. Vous avez sorti 14 albums. En ce moment, vous travaillez sur une comédie musicale en collaboration avec le musée d'Orsay sur les œuvres du musée, dont la sortie est prévue fin 2024. Une comédie musicale portée sur le climat et l'écologie, donc totalement en fait dans le thème de la soirée. Eh ben voilà, absolument. Vous voulez que je vous en parle tout de suite ou on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. En tout cas, merci d'être là également. Pascal Parizeau, notre 3e invité, c'est Corinne Morel-Darleux, autrice, militante, éco-socialiste. Vous avez notamment publié aux éditions Libertalia très récemment « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs ». Vous êtes également l'autrice du très remarqué aux mêmes éditions de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Vous avez aussi fait de la politique, ancienne dirigeante du parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, conseillère régionale. Vous êtes influencée par vos voyages, vos lectures des auteurs comme Romain Gary, Mona Chollet, Emma Goldman, Jacques London, Rosa Luxembourg, les récits aussi de plein d'aventures, des maoïstes naxalites, des navigateurs en solitaire qui prennent la mer à l'image de Bernard Moitessier ou des Kurdes du Rojava. Vous êtes ici ce soir pour nous parler d'écologie, pour nous parler du lait, du beau, du monde qui s'effondre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Corinne Morel-Darleux, je viens de dire que vous étiez éco-socialiste, mais on vous entend moins qu'avant employer ce terme. Est-ce que vous vous en revendiquez toujours et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Alors l'écosocialisme, c'est une école de pensée politique qui date des années 70 et qui lie
la question environnementale et la question sociale. Pour le résumer, en fait, l'objectif est de prendre le meilleur de l'écologie politique et le meilleur du socialisme historique, et non pas ce qu'il en est advenu, pour les réunir dans un même projet en partant du principe que ce qui cause aujourd'hui la destruction des écosystèmes, c'est les mêmes ressorts finalement qui causent les inégalités sociales et notamment le système capitaliste. Donc c'est un peu ça le point de départ, et c'est vrai que j'en parle moins, notamment parce que depuis quelques années, je me laisse davantage percuter par les idées libertaires et anarchistes, et que l'écosocialisme suppose quand même encore un fond de croyance dans un État capable de planifier la bifurcation écologique, capable de prendre soin des habitantes et des habitants, et que je dois dire que cette croyance est quand même sérieusement en train de vaciller en moi et en plein de personnes. Donc voilà, je continue à en parler. Je ne demande pas aux gens d'effacer ça de ma biographie, mais c'est vrai que c'est moins un sujet que je porte aujourd'hui. Alors cette soirée, elle s'intitule « Insurrection lyrique ». On a emprunté ce titre à Annie Lebrun, une poétesse qui, dans son texte « Appel d'air » de 1988, critique une certaine culture qui s'accommode du monde tel qu'il est, tel qu'il va, qui renonce à l'imaginaire. Cette autrice, peut-être qu'elle vous inspire aussi, d'ailleurs pas que vous, mais tous les trois. Insurrection lyrique, ça vous parle ? Alors oui, merci à elle, et puis merci à Olivier pour le titre de cette soirée qui est très chouette. Moi, je suis pas une grande spécialiste d'Annie Lebrun, et je suis pas une grande spécialiste de grand-chose, à vrai dire, parce que je vais plutôt picorer des choses que j'attrape au vol. Moi, j'ai découvert Annie Lebrun, en fait, de manière totalement inattendue, par une préface qu'elle a écrite pour un livre assez méconnu de Victor Hugo qui s'appelle Le Promontoire du songe, et que j'avais commandé et lu dans le cadre de mes recherches pour mon roman La Sauvagière, qui revient beaucoup sur les questions d'inconscient, d'activité onirique. Voilà, c'est assez drôle d'ailleurs de découvrir Victor Hugo plutôt sur son versant spiritualiste. Et il avait demandé spécifiquement à ce que ce texte ne sorte qu'après sa mort. Parce que c'est assez différent en fait des discours et des romans qu'on a l'habitude de lire sous sa plume. Et par ailleurs, la préface d'Annie Lebrun était absolument remarquable. Et donc c'est par ce biais-là que je l'ai connue. Et ensuite, juste pour donner une autre référence, j'ai été très marquée dans des entretiens ou des papiers, notamment de Mona Chollet d'ailleurs, sur périphérie.net, de tout le travail qu'a fait Annie Lebrun sur ce qu'elle appelle le trop de réalité. C'est-à-dire ce moment où en fait la réalité est tellement envahissante, oppressante, étouffante par le biais des notifications, des sollicitations, de la foule, du bruit, etc. Et ce qu'elle dit, elle, c'est que le trop de réalité, finalement, à un moment donné, finit par éteindre le rêve au sens de l'activité onirique, parce que précisément, en fait, l'inconscient ne bénéficie plus d'un moment de pause et de silence pour pouvoir à nouveau se faire entendre. Et là encore, voilà, j'ai trouvé que cette réflexion-là, elle était particulièrement pertinente et qu'elle faisait écho à beaucoup de mal-être, en fait, qu'on est là aussi nombreuses et nombreux à ressentir. Donc voilà pour mes deux points d'accroche principaux avec Annie Lebrun et ses travaux. Pascal Parisot, Freda, vous faites tous les deux justement appel dans vos chansons à un imaginaire perdu dans la nature avec une forte portée écologique. Donc justement, toute cette insurrection justement lyrique, elle doit vous parler aussi. Ouais, il y a une forme de résistance poétique aussi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le travail de Cyril Dion, par exemple, avec ses chansons, ses poèmes mis en musique. Et c'est important. Enfin, on propose des paysages, on propose des possibilités créatives autour de ça. Et puis, chacun va puiser ce qu'il a puisé dedans. Après, c'est de la chanson. Hein, ouais. Voilà, il n'y a pas de message politique là-dedans.
On est très proche, bien sûr. Moi, je suis une instinctive. Après, j'ai beaucoup de lectures. Je me nourris énormément. J'ai fait tout un album autour aussi du romantisme. Mon premier album, Lancolie, je m'étais beaucoup inspirée des auteurs romantiques, de la contemplation, du paysage. Puis après, voilà, enfin, c'est le jeu des influences qui nous amène... Même votre dernier album, Phosphène, il y a des influences peut-être oui, également, il y en a. Oui, il y a une chanson vraiment sur la fonte des glaces. Ensuite, mon discours, c'est implicite, quoi. J'ai pas forcément envie d'expliciter. Enfin, Chacun fait son histoire. Voilà, je fais mon histoire avec les chansons, mais c'est intéressant aussi de donner la toile de fond, quoi. Ouais. La beauté, justement, le vivant, c'est quand même le thème de vos chansons, de vos spectacles, Freda, Pascal. Tous les deux, on a l'impression quand même que ça reste un fil conducteur quand même. On est archi convaincus qu'il y a un problème. On aime notre planète, on aimerait qu'elle aille bien. Donc fatalement, ça arrive dans nos chansons d'une manière poétique ou drôle, parce que moi je fais plutôt dans quelque chose de un peu plus amusant que Freda. Merci. Mais c'est une façon, la poésie, c'est une façon de se resituer chaque jour, de trouver sa place dans la société. Et puis c'est beau. Donc en fait, ça met en exergue le lait. Le lait est encore plus laid, la vulgarité est encore plus vulgaire. Hein. Donc oui, puis moi je travaille beaucoup sur les oppositions. J'aime bien... les oxymores, quoi. J'aime bien travailler sur les opposés, parce que c'est sans cesse une recherche d'équilibre, en fait. On est là-dedans, on est dans une dualité permanente. Bon, je pars dans d'autres choses, là, mais c'est... Ok, alors on va écouter ça. Je vous propose qu'on vous écoute tout de suite. Vous nous avez préparé un set, tous les deux, Freda et Pascal, qui vous accompagnent donc, au chant et à la guitare. La salle est à vous. C'est gentil, merci. J'ai prévu quelques lectures de carnet de voyage. Il fait froid, Corneille du Nord, l'odeur de l'Inde, l'odeur de la montagne, l'odeur de la neige, des oiseaux, des pans, de peacock's birds, l'odeur de l'Himalaya. En contrebas, bruit de la rivière. Sous le soleil de novembre, des forêts argentées de pierres grises, de silex, d'ardoises, des marguerites à 4 ou 5 pétales. Dans ma bouche, des bribes d'anglais, de français, d'un mélange des deux. Une conquête quelconque, une conquête quand même. Le soleil se couche et tous les pétards jaillissent. On inspire et on expire des bombes Hiroshima. On ne s'aime pas vraiment, il pleut en amour, j'en manque parfois. Je m'incline devant de sages savants, je t'ai vu, Dalai Lama, vivant. Je m'incline aussi devant les fantômes du rock et devant l'œuvre de la jeunesse d'aujourd'hui. J'embrasse mon corps, sa force est en moi. Je prononce des autorisations, des énoncés, des possibilités créatives. Mon corps côtoie les contours de cette époque en déréliction. L'odeur de l'Inde, l'odeur de la montagne, l'odeur de la neige, des oiseaux, des pans, de peacock's birds, l'odeur de l'Himalaya. The Holiness said, return to sun, retourne au soleil. Le soleil se couche et tous les pétards jaillissent. Je pense à une dernière chose avant de m'endormir. Quel cauchemar, ce jeune prof de yoga. Nous ne sommes pourtant que l'environnement. Nos apparences sont liées à la réalité. De Dharamsala à Goa.
sauvage brûlant. J'efface, je m'en vais au soleil. Je passe le temps, je m'en vais au soleil. Invisible, embrasé, je fume. Je crois que je me consume au soleil, au miroir d'ombre. Je crois que je sombre, étendu chez les étendus. J'efface, je m'en vais au soleil. Je passe le temps, je m'en vais au soleil. Allongé, désarticulé, en quête d'authenticité. Dans les plastiques passe le vent, sauvage venu d'Occident. Ici gît ce que je suis. Passer de l'hiver à l'été, dans mon crâne s'engouffre le vent sauvage venu d'Occident. Ici gît ce que je suis. J'efface, je m'en vais au soleil. Je passe le temps, je m'en vais au soleil.
Le cyclone Irma a soufflé sur les Caraïbes en 2017, là où je suis allée prendre le large en 2022. Le monde infernal de la tempête et des vents dévastateurs s'est imprégné du paysage. Je ne retrouve pourtant aucune lande déprimée. Ici, le paysage est magnifiquement dévasté. Transat désossés entremêlés aux herbes sauvages. Souffler les cabanes de bois, les ventres bosselés. Retourner les carcasses à la terre, au corps des poissons. Divins orifices qui laissent passer de multiples rayons de lumières argentées. La souffrance se laissait sur les bas-côtés, que les ignobles conducteurs de quads, rouleaux compresseurs d'iguanes ignorent. La souffrance de celles et ceux-là est d'une grâce infinie. Après la pluie, après les vents, martelé. Ma carcasse retournée. Par le vent, la tempête.
terre. Je connais cette aube grâce à toi. Me voici en aulne, enraciné en toi. Je suis dans ton lit de fortune. Je sors de la nuit importune. Je reste là, pas séché. Au soleil, je m'en remets. Je te dis mon ami, ma soeur, je connais cette aube par cœur. Mon ami, mon amante, ma prière, comme une algue qui sèche sur la pierre. Je te dis mon ami, ma soeur, je connais cette aube par cœur. Mon ami, mon amante, ma prière, comme une algue qui sèche sur la pierre. Je te dis mon ami, ma soeur, je connais cette aube par cœur. Mon ami, mon amante, ma prière, comme une algue qui sèche sur la pierre. Pardonne-moi ma rivière, tu me brûles les doigts. Ici où tout est vert, oh, pardonne-moi. J'ai dû mettre mes bottes et mon manteau de bois pour venir jusqu'à toi. Alors, pardonne-moi. Oh, 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 oh. Pardonne-moi ma rivière. J'ai voulu rester là, sur les rails et le fer, sur la paille et le lierre. Ah, ah, ah. J'ai déplié ma peau, j'ai délié mes doigts pour venir jusqu'à toi. Alors pardonne-moi. Ah, ah, ah. J'ai marché à ta
Je vais lire juste un tout petit extrait des 5 saisons de l'énergie de Isabelle Lading. Dans le principe de la médecine chinoise et Ayurveda, c'est vrai que la saison du printemps est associée à l'élément bois et aux organes du foie, entre autres, et du regard des yeux. L'art de voir. Si l'œil reste fixe, tous les détails de l'image regardée ne seront pas perçus avec la même netteté. Il faut donc, si l'on souhaite réellement voir quelque chose, déplacer constamment les yeux par tout petit balayage sur l'objet. En regardant un paysage, par exemple, ne cherchez pas à saisir l'ensemble du paysage d'un seul regard, mais détaillez-le en déplaçant les yeux, considérez chaque élément qui compose cette image. Arbre, quelle sorte d'arbre, bosquet, prairie, nuages, etc. Remarquez chaque nuance de forme, de couleur, ombres et lumières. Et cette façon de regarder est celle du peintre. Voilà. Inspiré de Henri Matisse et interprété par Pascal Parisot, Fenêtre à Collioure. Tu peux mettre du son sur la guitare. Et je te prête ma guitare électrique si tu veux. D'accord, super. Parce que tu as un solo à faire. Une fenêtre à Collioure avec du lierre autour. À l'extérieur, 3 pots de fleurs et les bateaux. Une fenêtre à Collioure avec du verre autour et le rose d'un cœur qui bat en douceur au bord de l'eau. Une fenêtre à Collioure ouverte pour de l'intérieur voir le monde en couleur comme il est beau. Quand il est beau. Une fenêtre à Collioure avec la mer autour, baignée de lumière, un monde sans colère, comme il est beau. Quand il est beau. Merci à vous deux. Vous allez à nouveau jouer tout à l'heure.
Mais là, on va faire une petite parenthèse avec Corinne Morel-Darleux pour échanger tous les quatre. En tout cas, on a entendu dans vos paroles, quand même, Freda, dans vos chants, notamment dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, vous avez parlé de l'Inde, des Caraïbes et que ça. Vous nourrissez quand même du monde que vous voyez, des paysages qui vous entourent pour vos chansons. Oui, ça paraît évident. Je me nourris de mon expérience personnelle. Ensuite, bon là, c'est pas vraiment des fictions, mais j'essaie d'aller vers du fictionnel, quoi. Il y a aussi des femmes qui m'inspirent. Voilà, le paysage, c'est l'horizon. C'est vrai que je me nourris beaucoup de ça. Corinne Morel-Darleux, vous avez récemment écrit « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs » aux éditions Libertalia. Quand vous écoutez Freda, quand vous écoutez Pascal Parisot, ça doit faire écho à certaines choses parce que vous souhaitez un nouvel ordre imaginaire, un récit collectif pour créer une culture de résistance. Oui, en effet, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, et on est nombreuses et nombreux à le penser, on a vraiment besoin de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Alors, pas seulement au sens de la beauté et de la grâce que peuvent apporter d'autres horizons, d'autres paysages, mais également parce que tout simplement, en fait, on a besoin aujourd'hui de développer un autre rapport au monde que celui qui est le nôtre actuellement. Il y a évidemment plein de domaines dans lesquels cette phrase peut s'appliquer. Moi, celui qui m'anime notamment, c'est le fait d'avoir un rapport au monde qui soit moins centré en fait sur l'être humain comme étant voilà, au cœur de tout et séparé des écosystèmes, et donc d'apprendre à regarder le monde non pas comme une ressource dans laquelle on pourrait puiser à l'envi, mais comme une somme d'écosystèmes dont nous faisons aussi partie. On sait que si un certain nombre d'espèces vivantes venaient à disparaître, comme ça commence à être malheureusement le cas, eh bien, tout un tas de sources de subsistance en fait, de l'être humain vont également disparaître, et que donc nous sommes très fortement interreliés avec les autres espèces vivantes. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait les multiplier, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble important aujourd'hui de décadrer notre regard, de le décentrer, de le sortir aussi, puisqu'on parle de l'Inde et des voyages, de le sortir aussi d'une vision très occidentalo-centrée, où on a l'impression que tout le monde vit de la même manière que nous, ce qui est évidemment totalement faux. Et donc là, il me semble qu'il y a effectivement un vrai rôle à jouer pour la création au sens large du terme, la littérature en ce qui me concerne, et notamment la fiction. Parce que quand on lit un roman, c'est exactement ce qu'on fait en fait. De regarder le monde à travers le regard d'autres que soi, puisqu'on regarde le monde à travers le regard des personnages, et que parfois, quand c'est bien fait, quand c'est réussi, ça provoque un léger bouger en fait en soi. Voilà, je sais pas, je souhaite que vous ayez déjà expérimenté ce fait que parfois, en refermant un livre, il y a des objets, des paysages qu'on ne peut plus regarder de la même manière parce qu'on les a envisagés justement selon un autre point de vue. Et moi, j'aime la littérature aussi quand elle provoque ce que les anthropologues appellent des moments perspectivistes, c'est-à-dire des moments où on change de perspective sur le monde. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, notamment d'un point de vue climatique, de biodiversité, ce changement de perspective, en fait, ce changement de rapport au monde, il est plus qu'urgent, en fait, il est déjà très tardif. Et donc, c'est là où il me semble que la fiction et la littérature peuvent avoir un rôle à jouer. Vous, d'ailleurs, vous avez investi la fiction, notamment en tant que romancière. Oui, tout à fait. Après, je voudrais pas non plus, parce qu'il y a une espèce de grande mode des nouveaux récits du vivant et de l'imaginaire depuis quelque temps. Et il me semble très important, une fois qu'on a dit l'importance de cette bataille culturelle-là à mener, de quand même la conditionner au fait que tout ne peut pas reposer là-dessus. Parce qu'on a parfois l'impression qu'il suffirait que finalement chaque individu
retrouvent une forme d'harmonie avec la nature, se promènent davantage en forêt, prennent davantage de plaisir à enlacer les arbres, et que, comme par magie, tout ça va nous permettre d'avoir un monde restauré, régénéré, et où tout ira mieux. Or, cette vision-là, elle est au mieux naïve, au pire franchement néolibérale, puisque c'est aussi une vision qui remet à nouveau tout sur l'individu, comme s'il n'y avait pas de rapport de force et de rapport de domination qui traversent la société. Donc je crois que c'est très important, quand on parle de récit, quand on parle d'imaginaire, de toujours avoir une parole politique en fait, sur ces récits et ces imaginaires. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites il faut changer aujourd'hui, il faut un nouveau changement de perspective? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette perspective, qu'est-ce que vous appelez en fait exactement comme vision pour demain? Alors, le changement de perspective, c'est un peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que on a besoin de se penser, nous, êtres humains, comme un ensemble lié au destin des écosystèmes, par exemple. Et peut-être que je peux expliciter en revanche ce que je dis sur le fait de politiser cette question des récits et des imaginaires. Sur le fait, il y a un outil moi, que j'aime bien, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en éducation populaire, qui est ce qu'on appelle le trépied de la transformation sociale. Et qui en gros dit, si on veut une réelle transformation en profondeur de la société, il y a 3 pieds, 3 leviers à actionner de manière simultanée. Il y a donc ce qu'on appelle souvent la bataille culturelle, ce que je disais à l'instant sur les récits et les imaginaires, mais aussi sur la bataille de l'opinion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend inacceptables des comportements qui aujourd'hui sont jugés non seulement acceptables, mais souvent valorisés. Enfin voilà, moi j'habite dans un petit coin de la Drôme, dans un parc naturel régional avec des champs et des vignes, et il y a encore plein de gens qui trouvent ça hyper cool de venir faire du quad dans ces endroits-là. Comme dans les Caraïbes. Voilà. Qui écrasent les... Exactement. Donc par exemple, la bataille culturelle, ça consiste aussi à changer le registre du stylet et à faire en sorte que faire du quad dans les vignes, en fait, ce soit juste la honte. Et à contrario, de rendre, par exemple, plus populaire et d'apporter davantage de soutien, et si possible majoritaire, à des mouvements d'occupation, à des mouvements d'occupation type ZAD, à des mouvements de défense des terres et de l'eau comme les soulèvements de la terre. Donc tout ça, c'est la partie bataille culturelle. Mais à côté de ça, on a aussi besoin de 2 autres leviers. Un levier qui est celui de la résistance, c'est-à-dire comment est-ce que concrètement on s'oppose justement à ces mécanismes de destruction, à ces bulldozers, à ce système prédateur, capitaliste, etc. Et puis le 3e levier, c'est le levier des alternatives, du préfiguratif. David Graeber disait vivre comme si nous étions déjà libres, c'est-à-dire c'est tout ce qui consiste à, sans attendre le grand soir, sans attendre une hypothétique conquête du pouvoir, dès aujourd'hui, ici et maintenant, avec ce qu'on a, commencer à inventer d'autres manières de vivre ensemble, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des tiers-lieux, dans des squats, dans des ZAD, mais en fait on voit bien que ces 3 piliers, ils sont interdépendants. Parce que s'il n'y a que des alternatives, je veux dire des communautés alternatives, il y en a depuis la fin des années 60 et ça n'a pas empêché le capitalisme de progresser. De la même manière, si on n'est que dans la résistance, et surtout aujourd'hui avec la répression policière et judiciaire qui existe, on finit par s'épuiser si justement il n'y a pas des alternatives qui montrent que c'est possible de généraliser ça, et s'il n'y a pas une bataille culturelle qui apporte du soutien et puis de la relève. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport aux récits et aux imaginaires, c'est que comme beaucoup de choses aujourd'hui, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Pascal Parisot, Freda, ça vous parle ce que dit Corinne Morel-Darleux quand on parle de bataille culturelle à mener, quand on dit que l'art et la culture ont aussi leur rôle à jouer, par exemple pour amplifier l'alerte des scientifiques, est-ce que ça vous parle, vous, par exemple, Pascal Parisot,
Vous êtes en train d'écrire en ce moment une comédie musicale dans laquelle l'effondrement est au cœur de votre œuvre artistique, puisque aujourd'hui, dans cette comédie musicale que vous réalisez, le personnage principal est un ours, Pompon, un ours blanc qui cherche la banquise et qui part dans une quête initiatique. Oui, voilà, le musée m'a invité il y a un peu plus d'un an, m'a laissé un peu les clés, m'a proposé d'écrire des chansons autour des œuvres. Au départ, je savais pas du tout, je savais même pas que Pompon existait, hein, pour être honnête. Hein. Donc c'était super d'être dans ce musée quand il y a personne. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai écrit pas mal de chansons sur certaines œuvres qui me parlaient, pas trop de tubes. Et puis finalement, je suis tombé sur Pompon. Et ça m'a déclenché une idée pour relier toutes ces œuvres. Alors, c'est pas très original, hein. Pompon quitte le socle, bon, on connaît un peu le truc. Mais il va rencontrer toute une galerie de personnages qui vont à chaque fois tenter de l'aider et qui vont le renvoyer sur une autre œuvre. Ou alors c'est une autre œuvre qui va venir le chercher. Ça va devenir effectivement un parcours initiatique. Il va apprendre que par un touriste que la banquise fond et qu'il sera bientôt le dernier ours blanc. Donc il y a un moment de gros désespoir, très comédie musicale. Et finalement, c'est une petite skieuse qu'il appelle dans une énorme toile qu'il y a à Orsay. Je ne sais pas si vous connaissez Cuno-Amier, c'est une toile qui s'appelle Paysage enneigé. Et donc c'est vraiment une très grosse toile. Et il y a un tout petit personnage au milieu. Et quand on observe bien, c'est un skieur. Alors moi j'ai décidé que c'était une skieuse parce que j'essaie de féminiser au maximum les œuvres du musée. Et elle va l'appeler, elle va dire écoute viens là, écoute moi j'y suis depuis 1904, elle a toujours pas fondu, c'est de la super poudreuse. Et donc elle va partir dans cette toile et puis voilà. Malheureusement, pour Pompon, ça ne se passe pas non plus comme il le voudrait quand même, puisque la banquise fond. Vous, Corinne Morel-Darleux, vous nous avez dit vous voulez investir la fiction. On a l'impression notamment que vous vous imprégnez de nombreuses œuvres, dans le cinéma par exemple, etc. Notamment en citant des dystopies, en citant par exemple des films des décennies précédentes. Mais aujourd'hui, nous y sommes en fait dans la dystopie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a le sentiment que la fiction se fait très souvent rattraper par la réalité. Donc oui, la dystopie, elle est là, effectivement. Enfin, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part abonder à ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on n'était pas en train de parler de 2050 ou de 2100, et notamment avec les impacts, en fait, et les effets commencent à s'inviter vraiment dans nos quotidiens. Même en France, c'est le cas depuis longtemps dans plein d'autres régions du monde. Mais même en France, je ne sais pas, ici il y a peut-être beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, mais il y a quand même de plus en plus tous les étés maintenant des villages dans certaines régions qui se font ravitailler par camions-citernes parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Et la multiplication, ça vous n'avez pas pu y échapper, des incendies de forêt, les glaciers qui fondent. La neige, alors pour le coup, il faut vraiment être dans un tableau pour avoir de la neige qui ne fond pas aujourd'hui. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde commence à prendre conscience, notamment sur la question de l'eau. Je pense que c'est celle qui est aujourd'hui la plus visible pour des personnes qui vivent en France. On parlait de guerre de l'eau d'ailleurs. Voilà, et j'allais y venir justement, effectivement, qui commence à générer des vrais conflits d'usage. Moi, je suis dans un endroit où les sécheresses ont vraiment été très critiques ces derniers étés et où ça commence à barder, en fait. C'est-à-dire qu'entre les agriculteurs qui ont besoin d'eau pour irriguer leur culture et puis certains riverains qui réagissent aux canicules et aux sécheresses en se faisant construire des piscines dans leur jardin, et puis les gens qui continuent à laver leur voiture à grande eau, et puis les quelques industriels, nous on n'en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns, et puis pas très loin de chez nous, il y a des centrales nucléaires qui elles aussi utilisent l'eau pour refroidir les centrales, et qui la rejettent certes, mais beaucoup plus chaude, avec donc des seuils à ne pas dépasser pour rejeter ces eaux dans les rivières.
ce qui explique qu'il y ait plusieurs réacteurs nucléaires tous les étés qui soient désormais mis à l'arrêt. Donc tout ça, évidemment, commence à générer des crispations et commence à générer des prélèvements sauvages dans certains cours d'eau, et les choses vont se crisper fatalement de plus en plus, d'autant que en matière de politique publique, pour l'instant, non seulement rien n'est anticipé, mais quand il y a des réponses de politique publique qui sont mises en face de ces problématiques-là, c'est souvent des fausses solutions, voire des solutions qui aggravent encore le problème. On reparle beaucoup en ce moment de la bataille de Sainte-Soline et de cette question des méga-bassines, puisque ça fait 1 an que la manifestation de Sainte-Soline s'est faite réprimer dans le sang. Avec les soulèvements de la terre que vous accompagnez d'ailleurs. Voilà. Et les méga-bassines, par exemple, c'est l'exemple typique de ce qu'on appelle des mauvaises adaptations, des maladaptations à une question réelle, qui est une vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on continue à avoir de l'eau pour irriguer les cultures qui nous nourrissent, mais une réponse qui n'est pas la bonne, puisqu'on ne change pas le type de culture, on ne change pas le partage de l'eau, on ne diversifie pas les cultures, on ne va pas vers des cultures moins gourmandes en eau. Et puis un drainage intensif aussi. Voilà, et on crée des méga-bassines qui vont pomper dans des nappes phréatiques qui sont déjà en souffrance, pour bénéficier à quelques gros agriculteurs qui sont plutôt généralement des producteurs de maïs destinés soit à l'alimentation animale, soit à l'exportation. Donc voilà, je ne développe pas, je crois que ce sujet a été assez largement couvert, encore qu'insuffisamment visiblement, puisque ça continue. Mais voilà, donc oui, la dystopie, effectivement, elle est déjà là. D'ailleurs, cette guerre de l'eau, vous dites, elle ne vient pas juste de commencer. Vous parlez notamment du Rojava, où vous êtes allé plusieurs fois, et vous dites là-bas, la guerre de l'eau, elle a commencé depuis plusieurs années déjà. Oui, ça fait effectivement des années que l'eau, de toute manière, a toujours été une ressource stratégique. C'est pas pour rien que les villes et les villages se sont toujours construits près des rivières. Ça a toujours été une ressource stratégique pour les échanges, pour le commerce. Et donc, il y a toujours eu des batailles pour s'approprier l'eau, et notamment les cours d'eau. Mais là, ça prend des proportions qui sont évidemment pas les mêmes en phase de sécheresse chronique aggravée par le réchauffement climatique, et en Syrie du Nord notamment, qui est donc cette bande de territoire au nord de la Syrie qui est le long de la frontière avec la Turquie. La zone kurde. Voilà, qui est habité majoritairement par des Kurdes, et qu'on appelait le Rojava, qu'on appelle maintenant le nord-est de la Syrie, parce que ça s'est très largement étendu, et y compris vers des populations arabes au fur et à mesure des victoires contre Daesh. Donc le nord-est syrien, qui est un territoire auto-administré aujourd'hui, qui s'est déclaré de facto autonome du régime syrien, est la victime de plein de choses, mais notamment effectivement d'une guerre de l'eau où la Turquie en fait a construit des barrages en amont, beaucoup plus que ce qui est prévu normalement dans les accords interterritoriaux sur la question de l'eau, donc dans une totale illégalité, avec des répercussions sur tous les pays en fait qui sont en aval. Donc c'est le cas du nord-est syrien, mais c'est le cas plus largement de la Syrie et également de l'Irak, qui voient leurs ressources naturelles en eau se tarir le long des fleuves, ce qui pose évidemment énormément de problèmes, y compris sur des choses totalement vitales comme justement l'alimentation, l'irrigation des cultures. Ça nous amène à un sujet, celui de la sobriété. Ça signifie aussi qu'il faut apprendre à vivre moins, avec moins, à vivre avec moins, peut-être penser à la sobriété justement. Vous, dans votre réflexion au cœur, il y a cette idée qui est celle de la nouvelle frugalité.
Oui, alors bon, c'est des idées qui en réalité sont déjà vieilles. C'est même assez rageant de voir à quel point, quand vous ouvrez des vieux exemplaires de La Gueule ouverte, par exemple, qui était un journal d'écologie politique dans les années 70, en fait, on pourrait les ressortir aujourd'hui exactement tels quels, avec le même type de constat, d'alerte et d'urgence, sauf qu'évidemment la situation s'est dégradée entre-temps, mais cette question de frugalité, de sobriété ou de décroissance, en réalité, ça fait maintenant 50 ans en fait qu'elle est prônée et défendue par des penseurs de l'écologie politique, mais aussi des scientifiques, des activistes et tout un tas de personnes différentes. Et le principe, en réalité, est extrêmement simple. C'est simplement de constater qu'on puise depuis des décennies dans des ressources naturelles, qui sont des ressources naturelles finies, limitées, et que, aux forces de puiser dedans, à un moment donné, il n'y en a plus, quoi. Enfin, pardon d'être trivial, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Et que donc, si on veut se donner une chance de continuer à avoir accès à un certain nombre de ressources naturelles qui nous sont absolument indispensables pour vivre, comme la question de l'eau et de l'alimentation, pour commencer par ça, eh bien, il va falloir il faut d'urgence, il aurait fallu déjà il y a longtemps, réviser l'usage qu'on fait de toutes ces ressources. Pour vous donner un exemple très concret de lutte qui se déroule en ce moment, il existe une grosse usine en Isère, près de Grenoble, dans la ville de Crolles, qui s'appelle ST Microelectronics, qui est une usine qui fabrique des puces et des microprocesseurs. Dont la production va majoritairement à des usages militaires, des usages de domotique, et puis des usages destinés au déploiement de la 5G, etc. Cette usine, elle a souhaité s'étendre, et Emmanuel Macron a annoncé le soutien à hauteur de 2,9 milliards d'euros d'argent public à l'extension de cette usine ST Microélectronique. Or, le processus industriel, c'est un processus qui demande énormément d'eau et qui rejette une partie de cette eau, mais de manière polluée, donc dans l'Isère. La préfecture de l'Isère a accordé des dérogations pour le niveau de pollution des eaux rejetées. Et surtout, en fait, il y a cette consommation d'eau. Au passage, l'annonce a été faite l'été 2022, donc au moment où justement tout le monde était en restriction d'eau, les citoyennes, les citoyens, les agriculteurs, etc. Donc ce qui était quand même une vraie gifle en fait pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, il y a des collectifs, etc. qui se mobilisent contre cette extension. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y ait aucun débat public là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, la question, elle est très simple. La question à poser aux citoyennes et aux citoyens, c'est de leur demander s'ils préfèrent que l'eau soit utilisée pour des besoins élémentaires, pour boire, pour irriguer des cultures qui permettent de nous nourrir, ou s'ils préfèrent pouvoir continuer à regarder TikTok dans le TGV. Parce que la 5G, c'est à ça qu'elle sert, en fait. Donc, en réalité, les alternatives, on peut les poser assez simplement, pour peu qu'on n'ait pas peur des mots. Et c'est comme ça qu'elle se pose aujourd'hui, l'alternative. Sauf que ça, on ne l'entend jamais, en fait. Et donc, il y a vraiment une question... voilà, quand on parle de décroissance, de sobriété, de frugalité, de simplicité, etc., c'est de ça dont on parle, en fait. C'est de questionner les besoins, les usages. Parce que, en fait, si on veut continuer à l'avenir à avoir de l'eau potable, peut-être qu'il faudra renoncer à regarder effectivement des vidéos en streaming dans le TGV. Mais justement, quand on parle de sobriété, on se dit qu'il faut une certaine discipline quand même. Souvent, on nous rétorque qu'il y a une question qui est que tout le monde n'a pas forcément les moyens de penser la sobriété, la frugalité, que ça peut être un certain luxe de mener cette réflexion. Est-ce que, justement, il ne faudrait pas plutôt déplacer la discussion en parlant plutôt des besoins, notamment? On peut déplacer la discussion dans tous les sens. Moi, tant qu'elle aboutit, franchement, peu importe. Et pourquoi pas, si c'est plus efficace de partir des besoins, je trouve que c'est tout à fait sensé et légitime. Par contre, sur la question de la sobriété, de la frugalité, moi, il me semble qu'au contraire, c'est une question
justement à adresser aux plus privilégiés, c'est-à-dire à ceux qui ont la possibilité de réduire leur consommation et leur mésusage. Et aujourd'hui, en fait, dans le discours public et dans le discours politique, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours à ceux qui manquent déjà de beaucoup de choses à qui on demande de faire des efforts. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Comment voulez-vous que ce soit audible pour qui que ce soit dans ce pays d'avoir un président de la République qui vient vous dire qu'il faut taxer l'essence et réduire ses mobilités, etc., alors que le même, 2 mois plus tôt, était en train de faire du jet ski dans une réserve privée. Et du coup, la sobriété, mais peut-être pas pour tout le monde, peut-être pour les plus privilégiés. Bah, bien sûr, de toute manière, quand on parle de sobriété et de décroissance, on ne demande jamais à ceux qui crèvent de faim de réduire leur consommation. C'est évidemment toujours avec une vision qui prend en compte des questions de classe sociale et de conditions matérielles d'existence. Mais en réalité, quand on regarde le mode de vie des ultra-riches, on se dit qu'il y a déjà une marge de manœuvre assez faramineuse en termes d'empreinte carbone au sens large du terme, d'empreinte écologique, puisque aujourd'hui, il y a suffisamment de rapports et de documents pour que plus personne n'ose avoir l'audace de remettre en question le fait que ce sont les plus riches qui polluent le plus, qui ont l'empreinte carbone, l'empreinte écologique la plus importante. Et donc là, il y a effectivement une question de... je ne sais plus comment vous disiez au départ que tout le monde n'allait pas y aller le sourire aux lèvres. C'était pas ça, mais je le reformule comme ça. Une question de discipline. Bon, bah, il y a un moment aussi où, pour moi, c'est le rôle du politique que de légiférer et de pas seulement laisser les questions d'intérêt général à la discipline des uns et des autres. Et en réalité, il y a plein de domaines dans lesquels on sait le faire. Enfin, moi, je peux pas, là, tout d'un coup, m'allumer une cigarette, et pourtant, j'aimerais bien, mais en fait, c'est interdit, et donc, je ne le fais pas. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles on a appris à se limiter. Il y a des lois qui sont passées, il y a des interdictions, on n'a pas le droit de griller un feu rouge. En fait, notre société, elle fonctionne beaucoup à base d'interdictions, et pour moi, c'est quand même un sujet d'étonnement permanent qu'il y ait certaines interdictions qui soient inenvisageables. Je prends un exemple tout simple, qui est un exemple qui est sorti de la Convention citoyenne pour le climat, passer de 130 km/h à 110 km/h sur les autoroutes. Enfin, quand même, quoi. Franchement, on n'est pas capable de faire ça. Quand on parle là, quand on voit les enjeux dont on parle, et même ça, ça paraît être... enfin voilà, tout le monde crie à la violation de liberté, à je ne sais quoi. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Franchement, je trouve ça totalement ahurissant. En fait, on pourrait reprendre la fameuse phrase « à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Ça résume parfaitement, je pense, cette pensée, finalement. Oui, tout à fait, que j'ai d'ailleurs effectivement utilisé dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Je crois qu'en fait, on n'a pas inventé mieux, quoi. D'ailleurs, je suis étonnée que ce ne soit pas davantage repris dans les manifs. Ça devrait être en banderole, en slogan, en pochoir et en tag partout, quoi. Cette question de la sobriété, des besoins, on peut choisir les mots qu'on veut, mais finalement, elle pose aussi la question du bonheur. C'est ça le sujet, c'est comment être heureux, avec quoi, de quoi on a besoin. C'est très épicurien, finalement. Il faut apprendre à être heureux. Oui, alors moi j'ai de plus en plus de mal à parler de bonheur quand même. Franchement, on est quand même dans des périodes où ça devient compliqué de parler de bonheur, de la même manière que je trouve que ça devient compliqué de parler de joie militante ou d'espoir ou d'optimisme, parce que en fait... parce qu'en fait, non, ce qu'on vit n'est ni joyeux, ni heureux. Aujourd'hui, vous perdez l'espoir. Et ne porte pas ni à l'espoir, ni à l'optimisme. Moi, je préfère parler de lucidité, au sens où je crois qu'il y a aujourd'hui un impératif éthique, moral, à regarder les choses en face et à se les coltiner, plutôt que de repartir du réel plutôt que du monde tel qu'on aimerait qu'il soit.
Donc je préfère parler de lucidité, et puis je préfère parler aussi de dignité du présent, qui est une notion que j'avais développée dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, qui est une manière pour moi d'échapper un peu à ce piège de espoir ou pas, optimisme ou pas, en disant en fait la question pour moi elle se pose pas dans ces termes-là, c'est-à-dire que même en étant pessimiste et même en regardant en face le fait qu'on n'est pas en train de gagner sur ces sujets-là, même quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, en réalité, c'est peut-être le bon moment de se rappeler que quand on s'engage dans une cause, on ne s'engage pas parce qu'on pense qu'on va gagner à la fin. On s'engage parce qu'on pense que cette cause, elle est juste à mener. Et donc, c'est une manière aussi de ne pas complètement se laisser gagner justement par le désespoir et de continuer à lutter et de se dire que même si on a l'impression que les éléments du rapport de force ne sont pas en notre faveur, on le fait aussi pour justement cette dignité du présent, et on n'est jamais évidemment à l'abri d'une bonne surprise. Alors, et vous, Freda ou Pascal Parisot, vous réagissez comment quand vous entendez ces propos? Vous aussi, vous perdez espoir ou au contraire, vous avez... Je dirais que chaque geste compte. Je crois même que tu l'as écrit. Voilà, c'est repenser son rapport à la nature, son rapport au vivant, son rapport à la nourriture. Hein, voilà, il faudrait manger moins de viande aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les pauvres qui mangent de la viande et puis les bourgeois qui sont végétariens, quoi, un peu plus. Repenser son rapport à l'humain, aux animaux aussi. Les animaux et tout ça peut apporter du bonheur au quotidien, quoi. Mais après, bon, je suis pas très idéaliste. Moi, je pratique le yoga. Hein, il y a une culture de bien-être à tout prix, un peu clé en main comme ça. J'y adhère pas forcément. J'essaie de. Il peut être très narcissique, le yoga. Enfin, je pratique un yoga d'ici et maintenant. Je suis occidentale et tout, mais j'essaie le plus possible, moi, dans mes actions, d'être dans le partage, dans l'échange. Je donne des cours à des personnes qui sont en difficulté, aussi psychologiques, et voilà, enfin, c'est chaque petit geste quotidien compte de partage. Puis aussi, bon, j'ai peut-être des digressions, mais dans la musique, je suis artiste indépendante, hein, donc pour le coup, on est vraiment dans la décroissance, quoi, hein. C'est compliqué de faire des disques aujourd'hui face aux majeures compagnies, de jouer, d'avoir un tourneur. Alors on arrive à faire des disques parce qu'il y a les crowdfunding, participation. Donc voilà, c'est essayer de Mais je trouve qu'on est très fort, d'ailleurs, les artistes indépendants, et qu'on arrive à faire fonctionner toute une chaîne et à échanger, quoi, en fait, échanger un concert contre un clip, à échanger c'est un partage de compétences aussi, et donc ensuite le tiers-lieu, c'est très important aussi, je pense, aller jouer chez l'habitant et tout. C'est un peu notre salut, hein, les artistes indés, parce que vous avez une scène nationale et c'est toujours les mêmes artistes qui y jouent. C'est pas facile, quoi. Donc il faut aller chercher les gens comme ça, et puis c'est super intéressant. C'est des échanges qui sont très nourrissants. Sans transition, je vous propose d'aller jouer à nouveau. Et d'écouter à nouveau Freda et Pascal qui vont chanter et jouer, et qui vont nous rappeler justement ce que l'art et la beauté peuvent aussi nous apporter dans un monde qui s'effondre, avant de laisser la parole au public. Alors j'ai trouvé juste une petite introduction à cette chanson, trouvée dans Vandana Shiva, Les Mémoires terrestres. Humus est le mot latin qui désigne le sol. C'est aussi la racine du mot humain.
Prendre soin de la terre est un devoir éthique et écologique. En prenant soin de la terre, nous semons les graines de notre avenir et ce que j'ai appelé la démocratie terrestre. Nous agissons également pour éviter la certitude d'une catastrophe climatique. Je me souviens qu'en voyageant dans le train de Rome à Florence avec mes collègues Caroline Lockhart et Maria Mias, je leur ai demandé le mot latin pour terre vivante et sol vivant. Terra viva, m'ont-elles répondu. Le titre de notre manifeste est ainsi devenu Terra viva. Our soul, our commons, our future. Terra viva, notre sol, notre bien commun, notre avenir. Douce maison, jolis chevaux, basse campagne, terrain enclos, notre territoire commun. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Rose et brumeuse sur le haut, vieille fumée, et nous avons 4 saisons à partager. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Vaste recoin, terres humides, rien que des champs, et nous voyons ce que nous offre l'horizon. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Que rien n'efface, comme un jardin à la surface qui refleurit chaque matin. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Ce matin enfui, sauvé du bûcher, ainsi libéré, libre ainsi va, se pose des rimes étrangères sur ma peau. Et la nuit battue, battue par le froid, ainsi va, se posent des notes passagères sur mes os. Quand il n'y a plus de lune en moi, ce matin enfui du cercle de craie, ainsi libéré, libre ainsi va, libre
force du temps, océan de lait, à travers les flots, par tous les sommets, nouveaux paysages aux écorces noires, et l'âme et l'amour éparpillés, ainsi vont. Ce matin enfui, sauvé du bûcher, ainsi libéré, libre ainsi va, à travers les champs, demeure ton visage, comme au refuge des oubliés, ainsi va. En tout lieu, à toute heure, je t'adore. Dans tes bras, je conjure le sort. À travers les branches, au cœur du feuillage, je pose le voile et disparais, ainsi libéré. Libre ainsi va. Je vais remercier, merci beaucoup, merci infiniment. Je vais quand même, comme le concert est terminé, remercier ceux qui nous ont accompagnés au son et à la lumière. Il y a Maxime au son et Mathias à la lumière. Merci. Pascal à la guitare électrique. Merci. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui ont des questions, donc c'est le moment, si vous avez des questions, de les poser aux invités. En tout cas, Freda, vous m'aviez dit, quand on a préparé cette soirée, on avait un petit peu discuté, et vous m'avez dit que vos chansons, vous aviez besoin d'un ancrage vraiment dans le terme que vous avez employé, je crois, un ancrage dans votre environnement, un ancrage au sol, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les choix que vous avez faits de lecture, par exemple. Oui, là j'ai ciblé un peu le répertoire. Après, oui, la scène, comme je l'aborde, est aussi un espace de jeu, le jeu, quoi. Et bon, je ne sais pas si je l'ai vécu comme un jeu ce soir. Hein. Il y avait plus un enjeu, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai, j'ai essayé de pas trop prendre à cœur, faire ça avec cœur, quoi, parce que les sujets me tiennent à cœur. Le sujet me tient à cœur, évidemment. Un ancrage à la terre, c'est l'expression que vous aviez utilisée. Oui, l'ancrage, oui, tout est interconnecté. Hein. Je travaille beaucoup ça, et puis quand on chante, on est ancré, quoi. On est dans le sol. Il y a les racines qui nous traversent. Le chant, c'est quelque chose de... je préfère chanter debout, d'ailleurs. C'est frontal, c'est de l'ancrage, c'est physique. Voilà, c'est corporel, quoi. C'est une caisse de résonance. Hein. Toujours pas de questions. Je vais en profiter pour poser une question à Corinne Morel-Darleux, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'effondrement. Vous-même, vous écrivez « Les signes de l'effondrement se multiplient, nous avons besoin de renfort ».
Du coup, et d'ailleurs, dans le premier livre que vous avez publié aux éditions Libertalia, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement, c'est dans le titre de l'ouvrage. L'effondrement, c'est une réalité aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, vous avez parlé de la guerre de l'eau, on a très bien compris aujourd'hui dans quelle situation on se retrouve, y compris pour des raisons climatiques et écologiques. Et vous dites, nous avons besoin de renforts. Vous avez dit, c'est difficile d'avoir de l'espoir. Et du coup, comment vous voyez cet avenir? Parce que vous avez aussi dit que vous avez du mal à faire confiance à des politiques publiques qui se basent sur un État, que vous étiez de plus en plus vers une réflexion qui allait vers celle des idéologies libertaires, etc. Du coup, quelle est votre évolution par rapport à tout ça sur les suites? Est-ce qu'il faut faire la révolution? Est-ce que vous êtes toujours sur une idée de planifier de façon écologique ou quoi? Vaste question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Enfin, je vais tout de suite briser le suspense. Non, j'ai évidemment pas de réponse à ça, et je suis vraiment pas bonne en prophétesse. Et j'ai pas du tout envie d'essayer de tenir ce genre de rôle. Simplement, ce que je peux faire, c'est peut-être témoigner du fait que dans les interstices de la société et sous les radars médiatiques, il y a beaucoup d'initiatives dont on entend finalement assez peu parler, et qui, depuis 5 ans, on va dire à peu près, se développent de plus en plus, et qui pour moi sont vraiment les lieux qui me semblent les plus porteurs et les plus ajustés aujourd'hui par rapport aux enjeux auxquels on a à faire face. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des soulèvements de la terre, par exemple. Si je reprends mon trépied de tout à l'heure, qui serait plutôt sur le levier de la résistance, et d'essayer de faire en sorte que ce qui est encore là continue à l'être, donc de préserver ce qui peut encore l'être. Je pense notamment, le mouvement est très axé sur la question des terres agricoles et sur la question de l'eau. Donc on touche là vraiment aux choses les plus fondamentales en termes de vie. Mais à côté de ça, il y a aussi plein d'autres initiatives collectives qui, d'une certaine manière, là je le reformule à ma sauce, mais qui pour moi sont des initiatives qui s'entraînent à vivre sans État, sans pétrole et sans électricité. C'est-à-dire concrètement qui s'entraînent à vivre de manière plus autonome, et peut-être que c'est pas complètement délirant aujourd'hui de commencer à se dire que si un jour on arrive à des pénuries de métaux qui font qu'on n'a plus la possibilité d'avoir les mêmes usages du numérique qu'aujourd'hui, que si on continue sur la voie d'un délitement de l'État, et notamment dans sa dimension de garant de la solidarité nationale, enfin j'ai pas besoin de vous faire le topo sur l'état des lieux de l'hôpital public, de l'éducation nationale, etc. Le pétrole, n'en parlons pas. Enfin, on sait aujourd'hui que on devrait déjà être en train de se passer d'énergie fossile. Donc, vivre sans État, sans pétrole et sans électricité, c'est une formule un peu lapidaire et un peu provocatrice, mais qui, pour moi, est un assez bon résumé, en fait, de tout un tas de mouvements qui bruissent dans les interstices et de ce qu'on devrait faire, en fait. Donc, pour donner d'autres exemples, il y a un truc que je trouve extraordinaire qui s'est monté il y a 3 ans, qui s'appelle Reprise de savoir. C'est des chantiers qui s'organisent en autogestion un peu partout en France pour reprendre des savoirs qui sont justement des savoirs qu'on a délégués beaucoup à des applications, à des algorithmes, à des intelligences artificielles, et dont on est de plus en plus dépossédé, ou des choses que la modernité nous a fait croire
que c'était des savoirs dont on n'aurait plus besoin. Et donc, dans des chantiers reprises de savoir, vous pouvez vous retrouver sur une semaine à la fois faire une charpente ou rénover un bâtiment ou apprendre à cuisiner pour 60 personnes ou à souder le métal ou à broder ou à tricoter, enfin, tout en ayant aussi des apports théoriques, avec l'idée vraiment de cesser de séparer en fait le cerveau des bras et des jambes et de mêler justement tous ces savoirs-là, sans qu'il y ait de piédestal pour les savoirs théoriques et en remettant aussi, en revalorisant les savoirs manuels qui ont quand même été très malmenés, y compris par l'éducation nationale d'ailleurs. Et donc voilà, ça par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant, de la même manière que tout ce qui se passe dans le champ de ce qu'on va appeler l'autonomie politique et matérielle, et notamment depuis la pandémie, l'apparition de toutes ces cantines solidaires et collectives, des brigades de solidarité populaire qui se sont mises en place et qui continuent, mais aussi tout ce qui se passe dans les squats, dans un certain nombre de tiers-lieux, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces endroits en fait, où on réalise qu'il y a plein de domaines dans lesquels, en fait, on n'a pas forcément besoin de l'institution, on a juste besoin de se parler, de s'organiser ensemble et de reprendre un certain nombre de pouvoirs, quoi. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent, qui en plus mêlent le faire, l'action politique, à des réflexions stratégiques qui, honnêtement, aujourd'hui, sont parmi les plus intéressantes, me semble-t-il. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de centre de gravité politique qui s'est déplacé des partis et des syndicats pour aller vers, effectivement, ces champs plus d'autogestion, plus... Ce que vous appelez l'archipélisation des luttes, c'est en partie ça aussi? Oui, quand je parle d'archipélisation des îlots de résistance, c'est l'idée que, justement, tous ces petits îlots où il se passe des choses en termes de résistance, en termes d'invention, en termes de réorganisation finalement de la vie politique à un niveau collectif, tous ces îlots-là, pardon, en fait, il y a un vrai intérêt stratégique à ce qu'ils se fédèrent, à ce qu'ils se relient entre eux, pas forcément en se calquant les uns sur les autres, parce qu'il y a des cultures locales, il y a des attachements, il y a des traditions et des parcours politiques qui ne sont pas forcément les mêmes selon les endroits, selon les groupes affinitaires. Donc il ne s'agit pas de toutes et tous se mettre à faire la même chose de la même manière, surtout pas, mais en tout cas de se fédérer et d'essayer d'avoir au moins une vision, un horizon, un projet politique commun. Et ça, c'est ce que j'écrivais il y a 5 ans, dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et il me semble que depuis 5 ans, il y a vraiment justement de l'archipélisation en cours, quoi. Enfin, pour moi, je parlais des soulèvements de la Terre. Pour moi, les soulèvements de la Terre, c'est exactement ce qu'ils sont en train de réaliser, justement de fédérer plein de luttes locales pour en faire un grand mouvement social des terres et de l'eau. Et donc, pour moi, on est complètement dans ce que j'appelais de mes voeux il y a 5 ans, en parlant d'archipélisation. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé du Rojava dans le nord de la Syrie, et là, vous me parlez d'autonomie, et d'ailleurs, l'autonomie, c'est aussi le projet politique du Rojava également, oui. Ce qui vous inspire aussi, et c'est toutes ces rencontres, tous ces lieux qui vous a amené aussi à évoluer politiquement, à bifurquer aujourd'hui, et à remettre en cause peut-être certaines choses que vous aviez dans le passé. Bah oui, enfin j'espère que c'est le cas de beaucoup de trajectoires humaines, quoi. C'est que moi ça fait 15 ans que je milite très activement dans tous ces domaines à la fois de questions d'écologie et de justice sociale, et en 15 ans j'essaye de tirer quand même un peu des leçons de ce que je fais, de ce qui fonctionne, de ce qui rate, de ce que je vois, et puis aussi de la manière dont le monde évolue autour de nous, quoi. Enfin, moi, ça me paraît complètement dingue quand j'entends des personnalités politiques qui tiennent exactement le même discours aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Enfin, je veux dire, en 15 ans, il s'est quand même passé 2-3 bricoles, quoi. Donc c'est effectivement
une forme d'interrogation permanente. Et puis quand on milite, il y a quand même cette question récurrente de se poser de temps en temps pour se demander si on est au bon endroit, si on est utile là où on est, si on s'y sent bien. Et ça, forcément, ça amène à évoluer dans ces choix de modalités d'action. Et en tout cas, en ce qui me concerne, il est clair qu'à un moment donné, l'engagement partidaire, institutionnel, électoral m'a semblé déconnecté à plein de niveaux des enjeux auxquels j'avais envie de m'affronter, quoi. Vous avez même écrit dans votre livre que vous êtes à 2 doigts de reprendre l'expression élection piège à con. J'ai écrit ça. Toujours pas de questions dans le public? Ah si, il y en a une. Ah, il y en a même 2. Alors, moi, je voudrais pas enterrer trop vite les partis et les syndicats, parce qu'on a comme des adversaires en face qui se militarisent, et que ça sera pas quand même la même chose si le Front National passe. Donc, il y a quand même des enjeux en termes de stratégie de tactique. On peut bien sûr reprocher beaucoup de choses, mais je pense pas que les archipels tiendront le coup s'il n'y a pas, disons, une certaine jonction en termes politiques avec les professionnels de la politique. Sans doute, il y aurait aussi à retrouver une façon de refaire de la politique, remettre du sang neuf, effectivement, dans la vieille politique. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui déjà étaient là au 19e, dans les socialistes utopiques. Il y avait toujours la même question. Bon. Mais on est quand même dans des démocraties représentatives et le risque est tellement gros maintenant qu'on ne peut pas se dire... il y a vraiment, je pense, des questions qui sont... on ne peut pas faire les fines bouches. Excusez-moi du terme. Bon, voilà. Peut-être on regroupe comme une deuxième question. Oui, j'allais dans le même sens. Enfin, je voulais vous demander comment est-ce que vous réagissez si les gens disent qu'ils ne vont plus voter, que ça ne sert à rien, parce que c'est vrai que de plus en plus les générations plus jeunes ont l'air de moins voter. Donc je voulais un petit peu savoir votre position par rapport à ça, et aussi par rapport au système de vote, parce que je crois qu'il y a d'autres possibilités, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, ça aussi? Bon, par rapport... effectivement, les 2 questions se rejoignent. Moi, d'abord, honnêtement, moi, j'ai arrêté de dire aux gens ce qu'ils devaient faire, quoi. Ça marche pas. Je vous le dis. Donc, je peux juste témoigner de mon parcours et de ce que ça m'apporte en termes d'enseignement. Je demande pas à tout le monde de le partager. Moi, je continue à aller voter. Parce que, franchement, je considère que pour le temps que ça me prend, si par miracle ça pouvait fonctionner, finalement le rapport entre le temps investi et le résultat est plutôt pas mauvais. Mais ce que je reproche au système électoral, c'est la manière dont aujourd'hui, et singulièrement depuis l'apparition des réseaux sociaux, puisque moi j'ai vécu l'apparition des réseaux sociaux en politique, à quel point en fait il y a aujourd'hui une somme phénoménale de temps et d'énergie qui sont passés à de la communication politique. C'est-à-dire au fait de commenter l'actualité, de réagir aux polémiques, aux petites phrases, de se créer une visibilité médiatique, et donc de présence permanente. Et tout ce temps qui est passé à de la communication politique n'est plus passé à de l'action politique. Moi, j'adorerais aujourd'hui qu'on ait des partis politiques qui soient au pied des barres d'immeubles, qui fassent des soupes populaires, qui fassent des cours d'alphabétisation, qui concrètement en fait changent la vie des gens sans attendre d'avoir les clés de l'Élysée, quoi. Parce que normalement, enfin, un parti politique, c'est pas juste destiné à se présenter aux élections. Il y a quand même vocation ici et maintenant à améliorer la vie des personnes, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà un premier regret. Ensuite, je pense qu'effectivement,
très clairement, et enfin voilà, ça fait un bout de temps quand même qu'on le dit, le système électoral tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, ça revient à jouer avec des dés pipés, quoi. Tant qu'on n'a pas de proportionnel, tant qu'on n'a pas le non-cumul des mandats, tant qu'on n'a pas un certain nombre de demandes qui sont vieilles comme le monde, qui soient mises en place, on continue à avoir dans plein de scrutins, notamment le scrutin régional, mais pas seulement des primes au parti qui est arrivé le premier. Donc on rajoute des voix au parti à arriver en majorité, et surtout on met à des postes de décision des personnes qui sont élues avec des poignées de voix. C'est-à-dire que quand on rapporte les suffrages, les pourcentages à la réalité des suffrages exprimés par rapport au nombre de personnes qui auraient pu aller voter, enfin, je veux dire, il n'y a pas une association qui peut tenir une assemblée générale dans ces conditions-là, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de quorum pour les élections ? Parce que du coup, en fait, la légitimité des personnes qui sont élues, et moi la première, hein, moi quand j'ai été élue conseillère régionale 2 fois, franchement c'était une honte, quoi. J'étais élue avec tellement peu de suffrages en réalité. Donc qu'est-ce qu'on représente dans ces cas-là ? De la même manière, je parlais tout à l'heure de débat public. Je veux dire, la réalité aujourd'hui du débat public, tel qu'ils sont organisés par la Commission nationale du débat public, c'est une farce, quoi. Donc voilà, et ces pistes-là, on les connaît. J'ai évoqué tout à l'heure la Convention citoyenne pour le climat. Moi, je faisais partie des personnes qui étaient assez dubitatives au départ. Bah, franchement, je fais aussi partie des personnes qui reconnaissent s'être trompées. La Convention citoyenne pour le climat, ça a été une expérience incroyable de personnes qui se sont politisées en ayant le temps de se renseigner, d'auditionner différentes personnes qui avaient différents arguments à exposer et qui se sont fait leur propre opinion de manière éclairée et de cette convention sont finalement sorties des propositions qui étaient des propositions de bon sens et pour certaines considérées comme assez radicales. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses en fait à modifier pour qu'on puisse, en tout cas pour que moi je puisse réinvestir dans le champ politique. Si tout ça a été mis en place, franchement je serais hyper contente d'y retourner et de mouiller la chemise. Aujourd'hui c'est pas le cas. Et pour répondre très clairement à votre question, je fais partie des personnes qui depuis un bout de temps sont inquiètes de la montée du Front National et des idées fascistes et d'extrême droite dans le monde et singulièrement en France. Et j'adorerais évidemment qu'on ait un pouvoir politique qui vienne en renfort de toutes ces alternatives que j'ai évoquées. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et 2, malheureusement, je pense que si on a cette menace d'un retour du fascisme en France, la responsabilité, elle est quand même très partagée. Et c'est probablement aussi parce que justement, les partis de gauche ont abandonné l'action politique. Donc, voilà, après, on peut se flageller dans tous les sens et ça ne change pas. Je disais tout à l'heure qu'il fallait repartir du réel. Donc, ça ne change pas le réel. Mais j'aimerais bien quand même enfin, je dis pas que c'est ce que vous faisiez, mais il faut pas inverser les responsabilités, quoi. Faut pas venir dire maintenant aux citoyens qu'on a fini par dégoûter de la politique, de la gauche et des élections, que ça va être de leur faute. Enfin, voilà, il y a quand même un truc... Voilà, de responsabilité partagée. Après, très honnêtement, moi, je suis régulièrement contactée par des personnes qui hésitent à se lancer en politique. Au moment des dernières municipales, il y avait beaucoup de listes qui essayaient de s'ouvrir justement, comme on dit, à la société civile et donc d'ouvrir leur liste à des personnes qui n'étaient pas déjà engagées en politique. Je dissuade personne d'y aller. Au contraire, moi, ça m'arrange en plus parce que... enfin voilà, ça me donne bonne conscience de voir qu'il y a d'autres qui prennent la relève. Moi, je l'ai fait, et je l'ai fait avec bonheur et avec conviction, et j'aimerais que d'autres aujourd'hui le fassent avec bonheur et avec conviction, mais aussi avec tout ce qu'on vient de se dire là sur ce que devrait être l'action politique.
Si c'est juste pour rajouter des personnes qui vont rajouter du bruit au bruit sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, quoi. Par contre, il y a aujourd'hui, et je suis pas sûre que ce soit les jeunes qui soient les moins impliqués. Enfin, moi, je suis assez étonnée de voir dans les réseaux militants de plus en plus de jeunes qui font un peu le chemin inverse. C'est-à-dire qui sont un peu là et découragés de pédaler dans le vide sur des actions de résistance, ou dans des associations, etc. Et qui, au contraire, se disent, en fait, pour avoir un impact, il faut se faire élire, il faut être dans les partis politiques, il faut aller bouger ce système-là. Et donc j'ai l'impression que, enfin moi je vois en tout cas, et ça m'amuse, je vois pas mal de trajectoires croisées. Et je les décourage certainement pas, parce que pour le coup, moi j'ai jamais été pour qu'on déserte les institutions et qu'on laisse la politique au pire de ce qu'elle sait faire, quoi. Donc et juste pour finir, pardon, parce que là du coup je suis hyper longue, mais moi j'ai vécu 2 mandats régionaux en Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier mandat, la région était présidée par un socialiste, Jean-Jacques Kéran, et on le trouvait horrible. On se considérait avec ma collègue du parti de gauche comme étant dans l'opposition, on votait pas le budget, on n'avait pas signé le contrat de mandature, et voilà, on était en contre. Sauf que quand Laurent Wauquiez est arrivé, on a senti notre douleur, quoi. Et je peux vous assurer que s'il y a quelqu'un qui se souvient de la différence entre un président de région socialiste et un président de région de droite extrême, voilà, moi cette leçon-là, je ne suis pas prête de l'oublier, et je ne tire pas de signe égal entre toutes les formations politiques. Donc voilà, pardon, c'est une réponse un peu longue et un peu chou-fleur, mais voilà en tout cas ce que ça m'évoque. À moins qu'il y ait une dernière question, ou sauf si vous vouliez réagir sur ce que vous avez entendu, sinon on va s'arrêter là. À Cailleux-sur-Mer, à la campagne, près des oiseaux, je me disais, tiens, si j'allais voir la mairie, mais là tu me dissuades complètement. En fait, je voulais lutter contre les chasseurs. Je sais que tu viens de dire là. Bah écoutez, merci à vous trois, c'est du coup la fin de cette rencontre. En réalité, je vais vous laisser le dernier mot, le mot de la fin, parce que vous êtes tous sur des projets, enfin vous avez peut-être des nouveaux projets dont vous pourriez nous parler. Je le rappelle, donc Corinne Morel-Darleux, vous êtes autrice, vous êtes sur plein de projets à la fois, vous avez même récemment participé à la réalisation d'un livre-disque 45 tours aux archives de la zone mondiale. On va donc encore vous lire ou vous écouter prochainement. Alors effectivement, on a concocté un très bel objet qui est un livre-disque 45 tours avec un vinyle dedans, avec des magnifiques dessins réalisés par une très talentueuse plasticienne qui s'appelle Elisabeth Saint-Jalm, avec au son Masto, qui est saxophoniste, qui est l'ancien saxophoniste des Berruriers Noirs, et pour lequel j'ai écrit les textes. Et donc on a enregistré sous forme de 45 tours vinyle avec donc cet objet livre, et qui est d'ailleurs en vente auprès de la table de librairie tenue par Nicolas Norito de Libertalia, qu'on remercie également très vivement. Donc voilà pour le dernier projet artistico-littéraire. Pascal Parisot, donc chanteur, musicien, compositeur, auteur. Vous êtes, je le rappelle, en collaboration actuellement avec le Musée d'Orsay sur une comédie musicale. Peut-être qu'il y a d'autres projets en cours ou à venir. Un dernier mot sur les projets. Non, mais je vous invite à venir voir cette comédie musicale à Orsay le 4 mai, l'après-midi. C'est un samedi. C'est tout public, c'est-à-dire que vous pouvez emmener vos enfants, ils seront contents. Et puis voilà, je pense qu'on va passer un bon moment. Et donc Freda, chanteuse, yogi, artiste indépendante, vous travaillez sur des projets qui vont arriver également. Vous avez le mot de la fin, du coup, pour nous parler de vos projets de création en indé. J'ai un projet actuellement où j'ai pu faire les liens entre yoga, musique, spectacle pour enfants qui s'appelle Sadou et le Lotus Rose. Et puis il y aura un livre-album. Voilà.
Donc je suis très heureuse d'aborder la scène auprès des enfants, quoi. C'est vraiment une source qui m'inspire. Et quoi d'autre? J'ai envie de lancer un message personnel, si je peux, parce que notre fille, Pascal et moi, est dans la salle ce soir. Elle a 30 ans aujourd'hui. Alors je lui souhaite un bon anniversaire. Et 30 ans, c'est quelque chose quand même. C'est tout. Ce sera mon mot de la fin. Merci à tous les trois. Bonne soirée, au revoir.